Donc là, on prend un petit peu d'avance. Voilà le fonctionnement du corps humain. Donc, vous avez l'écran là, je pense, hein. Oui, c'est bon. D'accord. Donc, vous avez la tête avec les deux hémisphères cérébraux et au centre, la partie émotionnelle du diencéphale thalamique. Vous avez ensuite un système musculaire et un système osseux ici. Voilà. Qui vont fonctionner grâce aux hémisphères cérébraux. Vous avez au centre, donc les bras ici font partie du système de nutrition. La nutrition est ici, l'abdomen. Donc on considère que les bras et les jambes font partie du système digestif puisqu'on a besoin des bras pour manger, se nourrir, des jambes pour aller chercher la nourriture. Donc c'est pour ça qu'on attache les 4 membres au système digestif. La partie émotionnelle au niveau thoracique avec les 2 poumons et le cœur. Et le reste, c'est la partie physique, la partie des organes génitaux ne servant qu'à la reproduction en tant que partie physique. Donc, on a un système de réacteurs, la tête, le thorax et l'abdomen. Et chaque réacteur produit un type de ganse et on va avoir un échange de force entre le réacteur du haut, le réacteur du milieu, le réacteur du haut et le réacteur du bas au niveau digestif. Ces échanges de ganse se font par ce qu'on appelle la transmutation, c'est-à-dire qu'on passe d'un état de ganse à un autre état de ganse. Un petit peu avec ce que je vous ai expliqué tout à l'heure dans le réacteur pyramidal. La partie émotionnelle ici décide de quelle ganse elle a besoin. Donc, soit elle va donner l'information, j'ai besoin de magnésium, de calcium ou de fer, avec l'intervention du CO2 et l'intervention du champ terrestre. Donc, tout à l'heure, M. Kesch faisait allusion à la transformation des besoins de l'espèce humaine qui est en train de s'adapter, soit en changeant de taille ou en changeant ses modes d'alimentation. Ici, on le verra la prochaine fois, donc je réitère ce que j'ai dit, c'est le thymus qui est le centre de la pyramide. On a la partie émotionnelle au niveau du cerveau, ici la partie thoracique, et entre les deux, on a le thymus avec l'intervention des lymphocytes B et des lymphocytes T. Et c'est le thymus qui est le centre. Si vous regardez bien les flèches noires ici, vous avez donc un réacteur, le sommet ici, les 2 poumons, le cœur, qui forment la base du réacteur, et au centre, le thymus. Et c'est le thymus, lui, qui va prendre ces informations de l'émotionnel pour aller dicter ce dont il a besoin. Et on verra que le thymus a un double rôle, à la fois émotionnel et à la fois physique. Donc, je vous laisse regarder ce schéma. Donc, le thymus donne ces informations au système digestif, il dit ce dont il a besoin. On arrive au niveau des os pour la production au service de l'émotionnel. À nouveau, le rôle de l'hélium qu'on a vu au sujet des poumons. Donc l'hélium ici donne à la fois de l'oxygène, mais redonne aussi de l'azote. Donc c'est pour ça qu'il est un petit peu compliqué de comprendre le rôle de l'hélium. On voit ici, pardon, il donne de l'oxygène et du carbone, pardon. Donc il fait les deux, parce qu'il agit extrêmement rapidement dans la production du carbone et de l'oxygène. Donc c'est un petit peu comme s'il faisait l'aller-retour entre l'oxygène et le carbone. Alors, pourquoi l'oxygène est le centre de l'acide aminé? On voit ici que l'oxygène, parmi l'hydrogène, le carbone et l'azote, c'est celui qui a la plus grosse masse atomique. Donc, comme dans tout système planétaire, c'est la plus grosse planète qui attire. Donc, c'est pour ça que l'oxygène attire à lui l'azote, il attire à lui l'hydrogène et il attire à lui le carbone. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il est magnétique. C'est l'atmosphère, notre atmosphère détermine les différents plasmas
Donc hier, je ne sais plus dans quel atelier, hier, il y a quelqu'un qui me demandait est-ce que c'est les acides aminés qui sont venus en premier ou est-ce que c'est les éléments qui sont venus en premier? Eh bien, ce sont les éléments de l'acide aminé qui sont venus en premier. Ici, on a l'hydrogène au départ. Puis ensuite, on a, là ici, vous avez l'épaisseur de l'atmosphère. Et plus on descend, plus on a de gravité. Donc, plus les objets sont lourds. Donc, le CuO, lui, va se retrouver en bas de la création. Au-dessus, on aura un plasma de masse 17. Ici, un plasma de masse 15. Et le plus léger sera là-haut. Tout ceci par rapport à l'atmosphère. Voilà donc une molécule, enfin, les composants de l'acide aminé, un nouveau plasma, dans ce qu'on a vu tout à l'heure, on le voit sous une forme de diagramme. Vous avez un plasma ici dans l'environnement. On va avoir une interaction à ce moment-là entre ce plasma ici central, qui est le plasma résultant dans cette pyramide, le deuxième plasma ici. Ici, sous l'influence du champ terrestre, se produit une interaction qui est ici, et donc le résultat va être un nouveau plasma à ce niveau-là. Vous voyez que ce nouveau plasma inclut celui-là et celui-là. Mais en fait, ça forme une nouvelle entité qui aura sa propre masse atomique. Avez-vous des questions à poser au sujet de cette présentation-là? Bien. Moi non, j'ai trouvé que c'était très bien expliqué. Merci pour ton travail. OK. Donc, ensuite, je devais vous présenter. Donc, c'est pas celle-là. Libby, tu peux me rappeler, s'il te plaît, l'autre présentation que je devais faire, c'était… C'était le cycle de la création. Ah oui, le cycle de création, voilà. Je t'en prie. Donc, c'est une présentation qui était assez rapide. Et ben, où est-ce qu'il est? Eh ben, c'est pour une fois que j'avais tout préparé d'avance et puis il n'y a plus rien qui se trouve à sa place. Je t'avais coupé ton partage d'écran hein, pour afficher Oui, d'accord. le planning. Tu as bien fait. Ben, où il est mon cycle de la création? Ah oui, je l'avais parce que je ne lui avais pas donné le même nom. Alors, je vous fais le partage d'écran. Voilà. Je l'avais appelé matière et gants et plasma au lieu de l'appeler cycle de création. C'est pour ça que je ne le retrouvais plus. Voilà, donc c'est assez succinct. Donc, lorsqu'on part d'un objet fait de matière, les atomes et les nanoparticules se trouvent donc collés entre elles de façon compacte. Si on les chauffe, alors elles se séparent comme des aimants avec des espaces entre elles. On a déjà vu ça dans le processus de nano. Mais elles restent sous forme de couches, l'apparence noire des fils nano. Mais elles sont encore liées à l'état de matière. Donc ça, cette image-là, vous l'avez déjà vue. Donc la matière, la séparation avec les espaces dans le nano. Ensuite, si on applique de la chaleur ou un courant, on a un écartement plus conséquent et un alignement des différentes particules. Si ensuite on les met dans l'eau, on applique une solution d'eau salée au niveau des plaques, on obtient l'état de ganse liquide, enfin sous forme de particules. On filtre, ensuite on va obtenir l'eau plasma, tout ça vous connaissez. Ensuite, on les met dans un réacteur pour obtenir un champ rayonnant. Et ensuite, une fois qu'on a ce champ rayonnant, on peut arriver,
c'est ce qu'on est en train de chercher maintenant, c'est obtenir la création de différents matériaux et on peut obtenir la création a priori de tout ce que l'on veut. Donc on a fait la boucle. Voilà, on est parti de la matière, on a dissocié la matière, on l'a mis sous forme de nanoparticules, on s'en est servi pour faire du GANS et de l'eau plasma, pour obtenir un plasma pur, complètement invisible, et ensuite on repasse à la création de matière. Voilà, ça c'était pour vous montrer un petit peu tout ce que l'on a fait depuis le début de la formation de M. Kesch. Le but c'est ça, voilà. Dissocier la matière pour réussir à recréer la matière. Avez-vous des questions à ce niveau-là? Bon, je pense que c'est assez simple. C'est pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on fait avec la technologie Kesch. Hein, voilà. Donc pour l'instant, on en est là. On a essayé de faire des tentatives de créer de l'hémoglobine, mais on essaye maintenant de faire d'autres matériaux, de faire de l'or, etc. Mais comment avec un pur plasma, comment obtenir des matériaux?